Ma femme a sifflé entre ses dents, reste derrière. Ne me fais pas honte. 30 secondes plus tard, la milliardaire passait devant elle pour venir droit sur moi. Je me tenais derrière une colonne en marbre quand Éléonore de la Croix a pris mes mains. Elle ne les a pas serrées, elle les a prises. Ses doigts étaient chauds, fermes. Elle n'a pas regardé mon smoking de location. Elle a regardé mon poignet, la cicatrice pâle qui formait un point d'interrogation, souvenir d'un chantier qui avait mal tourné 20 ans plus tôt. Ses yeux se sont embués. La salle continuait de bourdonner de jazz, de rire et du tintement discret des verres. Mais pendant une seconde, tout est devenu silencieux. « Je te cherche depuis 28 ans », a-t-elle murmuré. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. C'était l'instant précis. La fissure dans le sol, le point de non-retour. Tout ce qui précédait, chaque petite humiliation, chaque mot ravalé, tout remontait à la surface. Et tout ce qui suivrait allait changer ma vie. Ce gars-là, c'était la soirée de Marianne. Elle l'avait répété au moins 3 fois sur le trajet depuis Saint-Étienne, lissant sa robe, vérifiant son rouge à lèvres dans le rétroviseur, comme si nous allions à une séance photo pour Vogue au lieu d'une levée de fonds à Lyon. Le nouveau propriétaire était en ville, disait-elle. Les donateurs allaient nous observer. L'image, c'était crucial. Reste juste en retrait, m'avait-elle dit alors que nous arrivions au service voiturier sur les quais du Rhône. Laisse-moi gérer les présentations. J'avais hoché la tête. Je le faisais toujours. À l'intérieur, la salle de bal sentait l'argent, le cirage et le parfum de luxe, avec une odeur florale diffusée par la ventilation. Un trio jouait du jazz doux près des fenêtres. Les lumières de la ville scintillaient à travers la vitre comme si elles faisaient partie du décor. Marianne glissait devant moi, les talons claquants, les épaules en arrière. Elle semblait tout à fait à sa place. Moi, non. Le smoking était loué. Le col me grattait. Mes mains étaient le problème. Elle les avait remarquées aux toilettes, agrippant mon poignet comme si elle vérifiait une montre. « Bon sang, Antoine », avait-elle dit en baissant la voix. « Elles ont l'air horribles. »« Ce sont des mains », avais-je répondu. Elle avait levé les yeux au ciel et sorti un petit tube de son sac à main. « Tiens, couvre au moins le pire. » J'avais fixé la trace beige sur ma paume. Les callosités, la cicatrice, l'endroit où un câble sous tension m'avait mordu en 2003 parce qu'un disjoncteur était mal étiqueté et que le propriétaire avait juré que tout était coupé. Ce sont des mains de travailleurs, avais-je dit. Et ceci est une soirée de réussite, avait-elle répliqué en montrant la salle de bal. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'avais lavé la crème dans le lavabo, la regardant tourbillonner comme si elle n'avait aucune importance, comme si je n'en avais aucune. Nous étions retournés dans la salle et elle avait fait ce qu'elle faisait toujours, me placer derrière son épaule, un demi-pas en arrière, assez près pour aller chercher un verre, assez loin pour être invisible. Reste derrière, avait-elle sifflé alors qu'un groupe de cadres approchait. Ne me fais pas honte. Je me tenais près de la colonne, observant la foule, écoutant. Marianne riait à des blagues qu'elle avait déjà entendues. Elle parlait de leadership, de culture d'entreprise et d'éthique comme s'il s'agissait de ses inventions personnelles. Les gens acquiesçaient. Les verres s'entrechoquaient. Des noms que je ne reconnaissais pas flottaient dans l'air. Puis la musique a baissé et une onde a traversé la pièce. Les têtes se sont tournées. Les téléphones ont disparu. La propriétaire était arrivée. Éléonore de la Croix se déplaçait comme si elle n'avait besoin de la permission de personne. Milieu de la cinquantaine, robe noire simple, cheveux tirés en arrière, aucun bijou digne d'être remarqué, ce qui signifiait qu'il valait probablement une fortune. Elle serrait des mains en marchant, mais ses yeux scannaient la pièce. Elle cherchait. Marianne s'est redressée, a levé son verre et s'est avancée avec ce sourire que je connaissais trop bien. Éléonore ne l'a pas vu. Elle est passée devant le sourire, devant le toast, droit vers moi. Je l'ai senti avant de le voir, comme un changement de pression atmosphérique. Son regard s'est accroché au mien et ne l'a plus lâché. Elle a comblé la distance en 3 pas silencieux et a tendu les mains, paumes ouvertes. Quand elle a touché ma main, elle s'est arrêtée. Son pouce a effleuré la cicatrice. Et puis elle l'a dit. 28 ans. Derrière elle, la salle a réagi.
Une inspiration brutale collective. Le tintement fin du cristal sur la pierre. Le verre de Marianne s'est brisé près de mes pieds. J'ai regardé Éléonore et j'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est nouée. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Je crois que vous vous trompez de personne ». Elle a secoué la tête une seule fois. « Non », a-t-elle dit. « Je ne me trompe pas. » Marianne s'est poussée en avant, le visage blême. « Éléonore, Madame de la Croix, voici mon mari, Antoine. » Il est électricien syndiqué, a dit Marianne, la voix tendue. Éléonore a répondu doucement sans détacher son regard de moi, de Saint-Étienne. Marianne s'est figée. Je me sentais petit et grand à la fois, vu d'une manière dont je ne l'avais pas été depuis des années, des décennies. La musique a repris maladroitement. Quelqu'un a ri trop fort. Un serveur s'est agenouillé pour balayer le verre. Éléonore a pressé mes mains une fois de plus. On se parlera, a-t-elle dit. Bientôt. Puis elle est partie, absorbée par la foule comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Marianne m'a regardé comme si j'avais mis le feu au bâtiment. C'était quoi ça, a-t-elle exigé, la voix serrée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, ai-je dit. C'est elle qui m'a parlé. Sa mâchoire s'est crispée. Elle s'est penchée pour ramasser son sac, puis s'est redressée, retrouvant tout son sang-froid. Va chercher un autre verre, a-t-elle dit. Et reste en retrait. Je l'ai fait. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans ma poitrine, comme une porte fermée depuis des années qui venait de s'entr'ouvrir. J'ai observé Éléonore à travers la pièce pendant que Marianne montait sur l'estrade pour faire l'éloge de l'intégrité et de la vision. J'ai vu les donateurs se pencher. J'ai vu des gens me lancer des coups d'œil, curieux maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé si je restais en retrait parce que c'était ma place ou parce qu'on m'avait dit de le faire. Je ne savais pas pourquoi Éléonore me cherchait. Je ne savais pas ce qu'elle savait. Mais je savais une chose. Ma vie n'était plus insignifiante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Marianne était allongée à côté de moi, raide comme une planche, le dos tourné. La chambre d'hôtel était calme, à l'exception du bourdonnement de la circulation le long des quais et d'une sirène occasionnelle résonnant sur le Rhône. Je fixais le plafond, revoyant le visage d'Éléonore encore et encore, la façon dont ses yeux étaient allés directement vers mes mains, l'assurance dans sa voix quand elle avait prononcé mon nom. 28 ans. Au matin, Marianne était déjà habillée. Elle se tenait à la fenêtre, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant de petites phrases sèches. Quand elle a remarqué que je l'observais, elle m'a tourné le dos. Sur le trajet du retour vers Saint-Étienne, elle n'a pas abordé le sujet. Moi non plus. Le silence était assis entre nous comme un troisième passager. Il s'est brisé 2 jours plus tard. J'étais à la table de la cuisine avec une tasse de café, fixant le journal local, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif de Lyon. Antoine Caron a demandé une femme quand j'ai répondu. Oui. Ici Éléonore de la Croix. J'ai fermé les yeux. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie juste à la sortie de la ville, le genre avec des banquettes en moleskine et une cloche à la porte qui tintait encore quand on entrait. Éléonore était déjà là, assise dos à la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée. Pas d'entourage, pas d'assistant, juste elle. Tu le bois toujours noir, a-t-elle dit alors que je glissais sur la banquette. Je n'ai jamais arrêté, ai-je répondu. Elle a souri, une courbe infime de ses lèvres, et pendant une seconde, je l'ai revue plus jeune, les cheveux au vent, riant dans les gradins avec une barquette de frites en équilibre sur les genoux. Tu te souviens, ai-je demandé. Je me souviens de tout, a-t-elle dit. C'est bien ça le problème. Elle m'a raconté qu'elle était revenue en ville une fois, il y a des années. Elle était passée devant le vieux stade de rugby. Le grillage était rouillé. L'herbe était clairsemée. Mais elle pouvait encore me voir sur le terrain en 95, dernière minute du match, le score serré. Le bruit du choc lors du plaquage. La façon dont tout le stade s'était levé d'un coup. J'avais dit à ma colocataire que j'allais t'épouser, a-t-elle dit comme si elle parlait de la météo. J'ai ri, un rire court et surpris. Je ne pouvais même pas me payer une voiture à l'époque. Tu avais quelque chose de mieux, a-t-elle dit. Tu étais solide. Le souvenir m'a frappé de plein fouet.
L'odeur de l'herbe coupée. Le goût de la poussière. La voix de mon père dans les tribunes avant qu'il ne tombe malade. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais arrêté le rugby, l'enterrement, les factures, le boulot à l'usine qui s'était transformé en apprentissage, puis en carte syndicale. Je t'ai écrit, a-t-elle dit doucement. Après mon déménagement, j'ai appelé. J'ai même posé des questions autour de moi. Je n'ai jamais rien reçu, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Je sais. Je n'ai pas demandé comment elle savait. J'avais peur de la réponse. Nous avons parlé pendant 1 heure du changement à Saint-Étienne, du travail, du temps qui passe. Elle ne m'a pas touché, n'a pas flirté, elle a juste écouté. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle a glissé une carte sur la table. Si jamais tu as besoin de comprendre de la paperasse, a-t-elle dit, appelle ce numéro. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de clarté. Ce soir-là, Marianne a remarqué la carte. Qui est Éléonore Delacroix, a-t-elle demandé. Trop décontractée. Quelqu'un de mon passé, ai-je dit. Elle a souri sans chaleur. C'est drôle comme le passé refait surface juste quand l'avenir est en jeu. Je n'ai pas répondu. Je suis allé me coucher en pensant aux lettres qui ne sont jamais arrivées et à une vie qui aurait pu être. Et puis j'ai pensé à mon compte retraite, parce que pour la première fois, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas du dernier relevé que j'avais vu. Je n'ai pas cherché les ennuis. Les ennuis sont venus me chercher sous la forme d'une enveloppe manquante. Chaque trimestre, comme une horloge, il y avait habituellement un relevé épais qui m'attendait dans la boîte aux lettres en rentrant du travail. Mon plan épargne-retraite, le récapitulatif de la complémentaire, des trucs ennuyeux, rassurants, la preuve que 35 ans de réveil aux aurores et de câbles sous tension se transformaient en quelque chose de solide. Cette enveloppe n'était pas apparue depuis un moment. Au début, je me suis dit que tout était numérique maintenant. Marianne l'avait dit plus d'une fois, le zéro papier c'est plus propre, Antoine, mais cette pensée ne voulait pas me lâcher. Elle restait au fond de mon esprit pendant que je serrais des cosses et étiquetais des tableaux, pendant que je buvais mon café à la pause, pendant que je passais devant la vieille bourse du travail. Ce soir-là, Marianne était au téléphone quand je suis entré. Je sais, disait-elle en riant doucement. Il ne comprend rien aux chiffres. Je m'en occupe. Elle m'a tourné le dos quand elle m'a vu. Quelque chose dans ma poitrine s'est glacé. Plus tard, après qu'elle soit montée, j'ai ouvert le tiroir du bureau où nous gardions les déclarations d'impôts et les garanties. Les dossiers étaient là, bien rangés comme toujours, mais le classeur bleu, retraite, avait disparu. J'ai vérifié le classeur métallique, le placard de l'entrée, l'étagère du garage où nous gardions les vieux manuels. Rien. Marianne, ai-je appelé. Elle est descendue lentement, prudente. Quoi? Où est le classeur de la retraite? Elle a froncé les sourcils comme si j'avais posé une question stupide. Pourquoi as-tu besoin de ça? Je veux juste le regarder. Elle a agité la main. Tout est en ligne maintenant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Si, j'en ai besoin, ai-je dit. Je l'ai toujours regardé. Ses yeux se sont durcis une fraction de seconde avant qu'elle ne les adoucisse. Antoine, tu es fatigué. Tu es distrait depuis ce gala. Laisse-moi gérer ça. Ce mot encore. Gérer. Je n'ai pas insisté. Je suis allé me coucher et j'ai fixé le plafond de la même manière qu'à Lyon, écoutant la maison craquer autour de nous. Le lendemain matin, je me suis arrêté à la banque coopérative pendant ma pause déjeuner. La femme au guichet me connaissait. Nous étions allés au même lycée, bien qu'elle fût une année en dessous. Elle a tapé pendant 1 minute, a froncé les sourcils, puis a levé les yeux. Votre adresse postale a été modifiée, a-t-elle dit. Quand? Il y a environ 6 mois. Pour où? Elle a hésité. Une boîte postale en ville. J'ai senti mon estomac tomber. Qui a autorisé ça? Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Votre femme. Par procuration. Je l'ai fixé. Je n'ai jamais signé de procuration. Elle s'est mordu la lèvre. C'est dans le dossier, Antoine. Je suis retourné à l'atelier avec les mains tremblantes sur le volant. Chaque feu rouge semblait plus long que le précédent. Ce soir-là, j'ai demandé à Marianne de s'asseoir.
Je suis allé à la banque, ai-je dit. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Pourquoi ferais-tu ça? Ils ont dit que tu avais changé l'adresse postale et que tu avais une procuration. Elle a soupiré comme si j'étais un enfant qui avait interrompu son travail. C'était juste plus simple comme ça. Tu oublies des choses. Je n'oublie pas mon propre nom. Ne sois pas dramatique. J'ai demandé à voir les papiers. Elle a apporté un dossier du tiroir de la cuisine et l'a glissé sur la table. C'était épais, avec des onglets, des signatures, des dates. Mon nom était dessus. Regarde, a-t-elle dit doucement. Tu as signé. J'ai regardé la signature. C'était la mienne, ou assez proche. Je me suis souvenu du jour où elle m'avait tendu une pile de formulaires après le dîner, disant que c'était des mises à jour pour l'assurance et la mutuelle. J'avais signé là où elle pointait. Tu as dit que c'était de la routine, ai-je dit. C'était le cas, a-t-elle répondu. Tu cherches la petite bête. J'ai tourné les pages. Changement de bénéficiaire, passage au numérique, un formulaire de consentement du conjoint dont je ne me souvenais pas avoir discuté. Ma tête a commencé à marteler. Antoine, a-t-elle dit en baissant la voix. Tu deviens confus. Ça arrive. Ce mot, confus, a atterri plus durement que tout le reste. J'ai repoussé le dossier. J'ai besoin de temps. Elle a hoché la tête, déjà debout. Bien sûr, fais-moi confiance. Cette nuit-là, j'ai appelé le numéro sur la carte d'Éléonore. L'expert comptable judiciaire qu'elle m'avait recommandé m'a rencontré dans une brasserie près du vieux centre commercial, un bloc-notes jaune entre nous et une cafetière de jus de chaussettes sur la table. Il parlait simplement, expliquant comment les comptes pouvaient être redirigés, comment fonctionnait la réception numérique, à quel point il était facile de déplacer des choses sans déclencher d'alarme si un conjoint contrôlait le flux d'informations. Vous n'êtes pas fou, a-t-il dit. Et vous n'êtes pas seul. Sur le trajet du retour, je me suis garé sur le parking d'un supermarché et je suis resté assis là, les mains sur le volant. J'ai pensé à la façon dont Marianne avait ri au téléphone, à la façon dont elle disait aux gens que je ne comprenais pas les chiffres, à la façon dont elle m'avait fait me sentir petit pendant des années. J'aurais pu exploser. J'aurais pu crier, jeter le dossier à travers la pièce, exiger des réponses. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose que mon père m'avait appris après avoir été exclu d'un match pour colère en 95. J'ai ralenti. J'ai tout noté, les dates, les mots, les changements. Et pour la première fois, je ne suis pas resté en retrait. Marianne est devenue plus intelligente dès l'instant où elle a réalisé que j'étais devenu curieux. Ce n'était pas un aveu complet ou une dispute hurlante. C'était plus subtil que ça, comme un bon voleur qui ne déclenche pas l'alarme, mais change juste le code et sourit pendant que vous secouez la poignée. 2 jours après avoir posé des questions sur la banque, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé les tiroirs du bureau réorganisés. Pas en désordre, pire, impeccable, vidés de tout ce qui était utile. Le classeur métallique dans le couloir avait une nouvelle serrure. Le genre argenté bon marché qu'on achète chez Leroy Merlin. C'est quoi ça, ai-je demandé en le pointant du doigt. Marianne n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. Intimité. C'est mes affaires aussi. Elle a cliqué sur sa souris comme si elle ne m'avait pas entendu. Tes affaires sont dans le garage. Je suis allé au garage et j'ai ouvert le vieux bac en plastique où nous gardions les manuels et les garanties. Il y avait des ampoules, du ruban adhésif, un sac de décoration de Noël et un annuaire paroissial plastifié de 2012. Pas de classeur de retraite. Ce soir-là, elle était assise sur le canapé à feuilleter un magazine comme si tout était normal. Antoine, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai parlé au service juridique des RH aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? De toi, a-t-elle dit, et elle a enfin croisé mon regard. Tu agis bizarrement depuis le gala. J'ai laissé ça reposer une seconde. L'audace. La façon dont elle pouvait tordre la réalité jusqu'à ce que je sois le problème. J'ai demandé où étaient passés nos relevés de retraite, ai-je dit. Et j'ai répondu, a-t-elle dit, 0 papier, plus propre, moins de désordre. Je ne suis pas du désordre, ai-je dit. Elle a posé le magazine avec précaution. Veux-tu garder ta couverture santé, Antoine? J'ai cligné des yeux. De quoi parles-tu?
Elle m'a fait ce sourire de RH, doux à l'extérieur, en acier en dessous. Tu as travaillé à temps partiel ces derniers temps. Tu as eu ces maux de tête. Si tu commences à m'accuser de choses, ça va créer de l'instabilité. De l'instabilité, ai-je répété, goûtant le mot. C'est juste la réalité, a-t-elle dit. À notre âge, on ne peut pas se permettre d'erreur. Tu ne comprends pas comment fonctionnent ces avantages sociaux. C'était encore là. Cette phrase qu'elle utilisait comme un marteau. Tu ne comprends pas. J'avais envie de crier. J'avais envie de lui dire que j'avais câblé la moitié de la zone industrielle sud de la ville et que je n'avais jamais confondu une phase et un neutre. Mais ce n'était pas de l'électricité. C'était personnel. C'était quelqu'un qui essayait de me faire douter de mon propre esprit. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. J'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit doucement. Montre-moi. Ses yeux se sont plissés. Te montrer quoi? Les comptes, ai-je dit. Connecte-toi maintenant. Elle a hésité juste assez longtemps pour me dire qu'elle n'avait pas l'habitude d'être défiée. Puis elle a pris son ordinateur portable et l'a tourné vers moi, ses doigts volant sur les touches. Tu vas juste être dépassé, a-t-elle dit. J'ai serré, ai-je dit. Elle s'est connectée rapidement, comme un magicien expérimenté. L'écran a flashé. Des chiffres sont apparus. Elle a fait défiler rapidement, trop rapidement, puis a claqué l'ordinateur. Tu vois, a-t-elle dit, tout va bien. Ce n'est pas me montrer ça, ai-je dit. Si, ça l'est, a-t-elle claqué, puis elle a adouci le ton. Antoine, tu ne réfléchis pas clairement. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais défendue aux enterrements, aux fêtes et aux réunions de parents d'élèves. La femme qui posait sa tête sur mon épaule au cinéparc quand nous rions encore. Je réfléchis plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années, ai-je dit. Je suis monté et j'ai fermé la porte de la chambre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de l'effort de me retenir. Le lendemain après le travail, je suis allé à la médiathèque municipale. Cela aurait semblé drôle à mon jeune moi. Moi, le gars qui préférait reconstruire un moteur plutôt que de réinitialiser un mot de passe, assis devant un ordinateur public avec des lunettes à double foyer perchées sur le nez comme si je m'étais soudainement transformé en mon père. Mais je l'ai fait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé l'expert comptable. D'accord, ai-je dit. Parlez-moi comme si j'avais 5 ans. Il a gloussé. C'est la moitié de mon travail. Il m'a guidé lentement. Récupération de mails, question de sécurité, authentification à 2 facteurs. J'ai tâtonné sur le clavier de la bibliothèque comme s'il était couvert de graisse. Mes doigts n'arrêtaient pas de taper sur les mauvaises touches. J'ai marmonné dans ma barbe et j'ai reçu un regard d'une bibliothécaire adolescente comme si j'avais insulté son chat. Après 40 minutes, j'ai enfin accédé à une vieille adresse email. Marianne ne savait pas que j'y avais encore accès, je l'avais utilisé à l'époque où le syndicat nous faisait suivre des modules en ligne. Et c'était là. Notification, changement de compte, mise à jour d'adresse, une confirmation de mise à jour de bénéficiaire que je n'avais jamais vue parce qu'elle avait été envoyée à la nouvelle boîte de réception, 0 papier, que Marianne contrôlait. Ma gorge s'est asséchée. J'ai tout imprimé, une page à la fois. L'imprimante de la bibliothèque couinait comme si elle me détestait, mais elle crachait des preuves. En sortant, je me suis arrêté à la brasserie du centre et j'ai rencontré l'avocat qu'Éléonore avait recommandé. Il avait la soixantaine, portait un costume simple et parlait comme un gars qui avait passé des décennies à regarder les gens mentir sous des lumières vives. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant, m'a-t-il dit en tapotant la pile de papier. Vous avez juste besoin d'être précis. Je n'essaie pas de la ruiner, ai-je dit. Il a levé les yeux. Alors vous avez déjà une longueur d'avance sur elle. Ce week-end-là, Marianne organisait un brunch pour les donateurs chez nous. Elle ne me l'a pas demandé, elle m'en a informé. Reste juste à l'étage, a-t-elle dit, arrangeant des fleurs dans un vase comme si elle passait une audition pour un magazine de déco. Nous discutons d'initiatives de leadership. J'ai failli rire. Leadership dans ma propre maison. J'avais prévu de l'éviter pour continuer à rassembler des preuves tranquillement, mais j'ai entendu l'une des épouses de donateurs dans l'entrée dire « Marianne, ta maison est tellement curatée. Curatée comme un musée, comme si j'étais une exposition poussiéreuse dans l'arrière-salle.
Quelque chose en moi a craqué, non pas de rage, mais de résolution. Je suis descendu les escaliers, pas en smoking cette fois, mais avec mes bottes de chantier, mon jean usé, une chemise simple que j'avais repassée moi-même. Les yeux de Marianne se sont écarquillés comme si j'étais entré nu. « Antoine » a-t-elle sifflé, les dents bougeant à peine. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je vis ici » ai-je dit. Quelques personnes se sont tournées. L'un des donateurs, un homme aux cheveux gris en blazer, a regardé mes bottes et a souri comme s'il approuvait. « Ce sont des chaussures de sécurité en cuir » a-t-il demandé. « Ouais » ai-je dit. Il a hoché la tête. « De bonnes bottes. Mon père a porté ça toute sa vie. » Le sourire de Marianne s'est figé. Pendant une seconde, je n'étais pas invisible. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Marianne m'a coincé dans la cuisine. « Tu m'as fait honte » a-t-elle dit, la voix tremblante de colère. Je me suis appuyé contre le comptoir et je l'ai regardé calmement. « Tu me fais honte depuis des années. » Son visage a viré au rouge. « Tu te crois malin maintenant parce qu'une milliardaire t'a parlé à un gala. » Je n'ai pas répondu à ça. Je ne lui ai rien donné qu'elle puisse déformer. Au lieu de cela, je suis allé au garage et j'ai ouvert un carton que je n'avais pas touché depuis longtemps. De vieilles coupures de presse sur le rugby, une photo d'équipe délavée et une cassette étiquetée de l'écriture d'Éléonore, été 95. Je me suis assis sur l'établi et je l'ai tenu longtemps. Pas parce que je voulais courir vers le passé, mais parce qu'elle me rappelait que j'étais autrefois un homme qui se tenait sur le terrain et ne bronchait pas. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'Éléonore. Pas de cœur, pas de mots doux, juste une heure et un lieu. Un café près du centre-ville de Saint-Étienne. Calme, neutre. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait l'air fatiguée d'une manière que l'argent ne peut pas réparer. Je n'ai pas grandi comme ça, a-t-elle dit en regardant autour d'elle comme si elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle possédait des entreprises. Tu sais, mon premier appartement avait un plafond qui fuyait. J'ai appris à garder les reçus parce que personne d'autre n'allait assurer ma sécurité. Elle a glissé un dossier sur la table. Ce n'était pas de l'argent. C'était un accès. Des copies de politique d'entreprise, un aperçu des procédures de conformité, les canaux appropriés pour soumettre des preuves sans se faire écraser par les amis RH de Marianne. Ton histoire a besoin de lumière, a-t-elle dit. Pas de drame, de la lumière. J'ai avalé difficilement. Elle va s'en prendre à moi. Éléonore a hoché la tête une fois. Alors on fait ça bien. Je suis sorti avec le dossier coincé sous le bras, sentant son poids comme une ceinture à outils. Marianne pensait avoir verrouillé le classeur. Elle n'avait pas réalisé que j'avais appris à lire le câblage derrière le mur. Et quand l'invitation est arrivée une semaine plus tard, dîner des trophées de l'éthique et du leadership, avec le nom de Marianne en lettres dorées, je l'ai tenu dans mes mains et j'ai ressenti quelque chose presque comme de la pitié, parce qu'elle construisait toute sa vie sur une image. Et je tenais enfin les papiers qui pourraient tout faire tomber, tranquillement, légalement, un domino à la fois. La salle de bal était plus bruyante cette fois, pas de musique, mais des voix. Des voix basses, superposées, confiantes, appartenant à des gens qui se croyaient en sécurité. Le dîner des trophées se tenait dans un hôtel près du fleuve. Tout en verre et acier brossé, le genre d'endroit qui vous fait vous sentir important rien qu'en entrant. Marianne avait tout planifié à la minute près. Elle est arrivée tôt, presse-papier à la main, talons claquants comme un métronome. Elle a serré les donateurs dans ses bras, ri à des blagues d'initiés, fait la bise. Son nom était imprimé sur des bannières à côté de mots comme intégrité, transparence, valeur d'entreprise. Je suis entré avec 10 minutes de retard, pas parce que j'étais nerveux, mais parce que le timing compte. Je portais une veste sombre et des bottes propres. Pas accent grave l'œil, pas provoquant, juste moi. J'ai fait un signe de tête au voiturier, remercié l'hôtesse et pris un siège près du fond, là où Marianne m'aimait le mieux. Depuis l'estrade, elle avait l'air radieuse, confiante, intouchable. Quand elle a commencé son discours, la salle s'est tue. À une époque où la confiance dans les institutions est fragile, a-t-elle dit dans le micro, c'est notre responsabilité en tant que leader de maintenir des normes éthiques, même lorsque c'est inconfortable. J'ai senti un calme étrange m'envahir parce que je savais ce qui était déjà en marche. 3 jours plus tôt, les dossiers avaient été envoyés par les canaux appropriés avec horodatage et accusés de réception, le comité d'audit, l'avocat externe,
la liaison du conseil d'administration qu'Éléonore m'avait discrètement présentée. Rien n'a fuité, rien de sensationnel, juste des faits. Des remboursements de frais qui ne correspondaient pas, des déclarations de conflits d'intérêts incomplètes, des emails RH documentant des pressions sur les conjoints pour signer des documents de routine, des changements de bénéficiaires effectués sans consentement éclairé. Des coupures de papier. Du coin de l'œil, j'ai vu un homme en costume gris chuchoter à une femme à la table d'honneur. Un autre téléphone est sorti, puis un autre. Marianne continuait de parler. Sa voix a tremblé juste un peu. Parce que la dignité au travail n'est pas juste un slogan. Une main s'est levée près du premier rang. Marianne, a dit un membre du conseil en se levant, pouvons-nous faire une pause? L'ambiance a changé. Les chaises ont grincé. Quelqu'un s'est éclairci la gorge. Marianne a souri, tendue. Bien sûr. Il ne s'est pas rassis. Il y a des questions, a-t-il dit prudemment, qui doivent être abordées avant que nous continuions. Ses yeux ont scanné la salle, cherchant de l'aide, du contrôle. Ils m'ont trouvé à la place. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. Je me suis juste levé. Le son a voyagé, le tissu contre la chaise, le raclement des bottes sur la moquette. Les têtes se sont tournées. Qui est-ce? A chuchoté quelqu'un. Le visage de Marianne est devenu livide. C'est tout à fait inapproprié, a-t-elle dit, sa voix soudainement perçante. C'est mon mari. Il est confus. C'était là, ce mot encore. Je me suis avancé lentement, m'arrêtant à quelques mètres de l'estrade. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles, mais mes mains étaient stables. Plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Je ne suis pas confus, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je suis informé. Un murmure a parcouru la foule. Le membre du conseil a hoché la tête une fois. Monsieur Caron a fourni des documents, a-t-il dit. Des documents substantiels. Marianne a ri, un son cassant. C'est une affaire personnelle, un conflit conjugal. Non, a dit le membre du conseil, c'est un problème de conformité. Le projecteur derrière elle s'est allumé. En tête de mai, date, extrait de Politique. Marianne s'est retournée, les yeux écarquillés, les lèvres s'ouvrant sans son. Elle a tendu la main vers le pupitre comme s'il pouvait la soutenir. Vous ne comprenez pas, a-t-elle dit, sa voix se brisant. C'est sorti de son contexte. J'ai fait un pas de plus en avant. Je suis resté en retrait assez longtemps pour tout voir, Marianne, ai-je dit. Le silence est tombé lourdement. Elle m'a regardé alors, non pas avec colère, ni même avec peur, mais avec quelque chose proche de l'incrédulité, comme si elle avait construit tout son monde sur l'hypothèse que je ne me lèverais jamais. Sa main a tremblé. Le verre d'eau sur le pupitre a basculé, roulé et s'est brisé sur l'estrade. Personne n'a bougé pour aider. Le membre du conseil a remercié les participants pour leur patience et a annoncé une suspension temporaire en attendant l'examen. Les donateurs évitaient tout contact visuel. Quelques-uns m'ont regardé avec quelque chose ressemblant à du respect. Marianne a été escortée hors de l'estrade, ses talons claquant hors de rythme pour la première fois que je l'entendais. Je n'ai pas suivi. Je suis resté où j'étais jusqu'à ce que la salle commence à bourdonner à nouveau, cette fois avec une énergie différente. Des questions? Des vraies. Quand je suis finalement sorti, l'air de la nuit semblait frais et propre. Je me suis tenu près du fleuve et j'ai respiré. Éléonore m'a rejoint un instant plus tard. Elle ne m'a pas touché. Tu l'as fait, a-t-elle dit. On l'a fait correctement, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. À l'intérieur, les dominos tombaient encore, mais là dehors, sous les lumières de la ville, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cet été 95. Solide. J'ai déménagé la semaine suivante. Pas dans la précipitation, pas au milieu de la nuit. J'ai emballé ce qui était à moi, mes outils, mes vêtements, une boîte de vieilles photos, la cassette de 95, et j'ai laissé le reste exactement là où c'était. Que la maison ait l'air curatée sans moi. L'avocat s'est occupé du reste. Grâce à la trace écrite, parce que tout avait été fait calmement et correctement, le divorce ne s'est pas transformé en cirque. Les changements de bénéficiaires ont été annulés. Les comptes de retraite ont été corrigés. La procuration a été annulée.
Ce n'était pas le jackpot. C'était la justice. Et après des années à m'entendre dire « Tu ne comprends pas les chiffres », la justice ressemblait à une victoire. Marianne a perdu son travail avant même que l'enquête ne soit terminée. Les directeurs RH ne survivent pas aux violations d'éthique, surtout publiques. J'ai entendu dire en ville parce qu'à Saint-Étienne, on entend toujours tout qu'elle explorait de nouvelles opportunités. C'était la phrase qu'elle aimait utiliser pour les autres. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas cherché à savoir. La vengeance, j'ai appris, n'est pas bruyante quand elle est bien faite. Elle est définitive. Les jours calmes étaient plus difficiles. Il y avait des matins où je me réveillais seul dans un petit appartement près de la rue de la République et je sentais le poids de tout s'installer dans ma poitrine. 30 ans, c'est long pour réaliser qu'on s'est rapetissé soi-même. Certaines nuits, je restais éveillé à fixer un plafond qui n'était pas le mien, me demandant comment j'avais pu rater ça. Mais il y avait d'autres moments, comme la première fois que j'ai vérifié mes comptes par moi-même et que j'ai compris chaque ligne. Ou l'après-midi où je me suis arrêté au vieux stade et où j'ai regardé un match de lycée depuis les gradins, le bruit du choc des corps sonnant toujours pareil. Ou le jour où j'ai retrouvé Éléonore pour un café. Pas de gala, pas de discours, juste un endroit calme près du centre avec des tasses ébréchées et des viennoiseries moyennes. Nous avons parlé lentement, prudemment, de là où nous étions maintenant, pas de là où nous avions été. Nous n'avons pas fait semblant d'avoir 25 ans. Nous n'avons rien précipité. À notre âge, on ne court pas après les feux d'artifice. On cherche une lumière constante. Parfois, nous roulions avec la radio à bas volume, du rock classique glissant à travers les haut-parleurs de son vieux SUV. Parfois, nous ne parlions pas du tout. C'était suffisant. J'ai beaucoup pensé à la dignité au cours de ces semaines. À quel point il est facile de la donner, un petit compromis à la fois. À quel point rester en retrait devient une habitude si on ne fait pas attention. À 57 ans, je ne recommençais pas à zéro. Je me reprenais. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible, sous-estimé ou mis de côté en silence, prenez un moment pour vous asseoir avec ce sentiment. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur la force tranquille, les leçons difficiles et les secondes chances, pensez à vous abonner. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer d'impressionner une salle. D'autres se rappellent enfin qui elles sont et font un pas en avant.